Et si ce que vous appelez malaise était en réalité un appel, un frisson discret dans la nuque, une tension dans la poitrine, sans nom ni raison. Rien d'urgent, mais tout y est grave. Ce n'est pas la peur, ni le désir. C'est plus ancien, plus lent, un murmure que votre conscience tente de balayer, mais qui revient comme une marée têtue chaque fois que le silence s'installe. Vous croyez mener votre vie, faire des choix, bâtir votre chemin. Mais quelque chose en vous vous observe, patiente et attend. Jung l'appelait l'inconscient personnel, une mémoire non dite, une réserve d'images, de blessures, de vérités non vécues. Vous l'avez reléguée aux marges, mais elle a faim. Avant toute transformation, il y a ce moment, celui où l'on commence enfin à écouter ce qui dérange. Pas pour le calmer, mais pour l'entendre. Il y a longtemps, sans procès ni défense, vous avez banni une parcelle de vous-même. La part sensuelle, sauvage, trouble, qui ne parlait pas le langage policé de la famille, ni celui, plus tranchant encore, de la société. On ne lui a pas dit « tu es mauvaise ». On lui a seulement murmuré « tu es inopportune ». Alors, pour continuer d'appartenir, vous l'avez descendu à la cave des silences, avec les cartons de souvenirs gênants et les vêtements trop voyants. Depuis, vous avancez le torse droit, mais vos pas résonnent comme sur un plancher creux. Cette ombre sensuelle n'est pas seulement un catalogue de fantasmes. Elle porte en elle le souffle archaïque du corps, le tremblement qui précède la caresse, l'étincelle au creux du ventre quand un regard frôle la peau invisible. On vous a appris à l'appeler danger, péché, honte, vous l'avez cru. À force de l'entendre, la pulsation s'est faite discrète, à peine un soupir sous la charmille des convenances. Pourtant, chaque décision, chaque silence, chaque refus trop hâtif est tissé de ses fils. Car ce que l'on exile n'accepte pas d'être mort. Il se faufile dans les gestes apprivoisés, tire les ficelles depuis l'arrière-scène et parfois éclate en crise que nul ne comprend. Regardez de près. Ce n'est pas le désir qui dérange, mais sa sincérité brute. Il nargue l'image léchée que vous présentez au monde, rappelant que la vérité n'est jamais parfaitement coiffée. Il habite la commissure des lèvres quand vous riez trop fort, le frisson qui traverse l'échine lorsque la musique tombe dans un accord grave. C'est la part qui voudrait lâcher la phrase apprise pour un souffle plus court, plus vif, plus proche du cœur. Vous la musellez par peur de perdre la scène. En réalité, c'est elle qui possède la réplique décisive, celle qui ferait basculer votre rôle d'acteur à témoin vivant de vous-même. Comprendre cela, c'est reconnaître que la division coûte plus cher que l'affrontement. Chaque jour d'exil affaiblit la clarté de vos choix. Chaque nuit de répression dresse un mur entre le corps et l'âme. L'ombre sensuelle ne réclame pas le chaos. Elle réclame un siège à la table des décideurs intérieurs, là où le destin se dessine. Lui accorder ce droit, c'est cesser de négocier votre vitalité contre un silence qui, de toute façon, ne tient plus. Sous les lumières publiques, vous jouez un rôle si bien répété que vos gestes se déclenchent avant votre pensée. Sourire mesuré, compliment calibré, désir tempéré. La scène s'appelle contrôle et vous y brillez par conformité. Pourtant, en coulisses, l'ombre sensuelle que vous avez reléguée au sous-sol place ses accessoires. Un battement de cœur plus rapide qu'autorisé, une tension électrique dans la paume, un élan d'abandon qui déchire la doublure du costume. Vous ressentez cette dissonance l'espace d'une seconde, puis le rideau retombe. Les répliques apprises reprennent leur cours et le public applaudit votre maîtrise de soi. Mais quel public? Souvent, personne ne regarde vraiment. Vous continuez malgré tout, prisonnier d'une rampe fictive. Sans script extérieur, l'acteur en vous s'inquiète. S'il ne performe pas, existe-t-il? Alors vous renforcez le décor. Stratégie de séduction convenue, discours de moralité, liste d'objectifs qui tiennent lieu de passion. Chaque détail est un prompteur invisible, rappelant où placer la voix, quand lever le menton, comment éteindre la vibration qui menace de fissurer le vernis. Ce théâtre n'est pas mensonge par pure duplicité. Il naît de la peur ancestrale d'être rejeté pour avoir osé être brute. Vous avez intériorisé que le désir franc est chaos, que la vulnérabilité est faiblesse, que l'authenticité doit impérativement passer
par la censure du corps. Résultat, votre vie intime ressemble à une chorégraphie minutieuse où l'extase est chronométrée, où la spontanéité s'excuse avant de se montrer. Vous vous persuadez de posséder la maîtrise, mais la véritable direction appartient à ce qui reste inexprimé. L'ombre tient les coulisses. Vous n'agitez que les rideaux. À force de contrôler le décor, vous oubliez que la scène devait être vivante. Le spectateur le plus important vous-même s'ennuie. Il perçoit la reproduction d'une émotion, non l'émotion. Il devine le désir étriqué dans un corset d'arguments, la tendresse filtrée par la peur de paraître faible. La partition est correcte, mais la musique manque d'accident, d'un souffle inattendu qui transformerait la note en cri de chair. Le contrôle absolu promet la sécurité mais exige un tribut, la séparation entre l'acte et l'âme qui devrait le traverser. Sur un parquet trop poli, la danse devient glissade. Sur un visage trop composé, le regard se vide. La question n'est plus comment protéger son image, mais combien de temps un masque peut-il tenir sans visage derrière? Car plus la performance se perfectionne, plus le spectre de l'ombre gagne en relief, prêt à surgir au beau milieu d'une réplique, contraignant l'acteur à choisir, laisser craquer la peinture ou poursuivre l'éternelle tournée des apparences. Vous croyez encore habiter votre chair, mais la vérité se glisse dans les interstices. Vous la portez comme on porte un manteau trop longtemps emprunté. Chaque jour, des images torrentielles déferlent. Peau lustrée, poses incendiaires, orgasmes minutés, pourtant la vôtre reste muette, comme une harpe dont on aurait coupé les cordes pour l'exposer à la lumière. On vous a vendu la promesse d'une sensualité illimitée. On ne vous a jamais appris à l'entendre. Alors la peau, bombardée de stimuli, s'est retranchée derrière un voile d'anesthésie. Elle reçoit le contact, mais ne le laisse plus descendre. Vous effleurez sans pénétrer, jouissez sans vous répandre, accumulez les expériences comme des photos dans un album qui ne jaunira jamais, preuve qu'aucune n'a vraiment vécu. Le corps, d'outil créatif, est devenu panneau publicitaire. Il s'affiche, se compare, se modifie. Sous l'objectif intérieur, chaque courbe se mesure, chaque frisson se surveille. Est-ce suffisant? Est-ce désirable? Ainsi naît une seconde peau, digitale et glacée, collée sur la première. Elle filtre la chaleur, égalise les textures, repousse les variations sauvages que la vie réclame pour être ressentie. Vous pensez être libre, parce que le marché vous offre tous les scénarios possibles. En réalité, votre nerf est ligoté par la peur d'être trop, pas assez, mal éclairé. Sous l'abondance, la famine. On a saturé vos récepteurs jusqu'à les rendre sourds. Or, le désir véritable ne tolère ni spectateur permanent, ni chorégraphie chromée. Il exige une descente, lente, vulnérable, vers la chair vibrante, celle qui tremble avant la pensée, celle qui se souvient avant la mémoire. Tant que la peau demeure vitrifiée, la caresse devient monochrome, la jouissance se réduit à un pic sans retentissement, un éclair sans tonnerre. Vous quittez le lit plus léger, oui, mais aussi plus vide, parce que rien n'a décanté jusque dans les os, là où le plaisir fait germer la présence. Pour rompre l'anesthésie, il faut d'abord accepter le sevrage de l'image, fermer les écrans, ralentir la cadence, supporter la démangeaison du silence sensoriel, laisser la main errer sur l'avant-bras comme si elle découvrait une planète étrangère. Écoutez le sang circuler comme une rivière longtemps canalisée. Au début, c'est l'ennui, puis la gêne. Enfin, un éclat timide. La peau se souvient qu'elle est vivante. Les picotements sont bruts, parfois désagréables. C'est le prix du retour à la sensibilité. Peu à peu, le toucher cesse d'être traduction mécanique d'un fantasme et redevient langage natif, sans sous-titres. Alors seulement le corps redevient temple, non vitrine. Alors seulement la rencontre charnelle peut irriguer l'âme, non la distraire. Car une peau qui ressent est une porte. De l'autre côté se tient l'être entier, nu, entrouvert, prêt à laisser passer la vie sans que la morale, la mise en scène ou la peur n'en stérilise le flux. Un jour, vous observez une scène qui vous heurte. Deux corps s'embrassent sans pudeur au coin d'une rue, un ami raconte une aventure hors norme, une inconnue revendique son plaisir comme on brandit un étendard. Aussitôt, votre ventre se crispe, vos mots se garnissent de jugements, indécence, vulgarité, provocation inutile.
Mais si ce feu soudain ne venait pas d'eux, Jung appelait projection ce mécanisme où l'on exile hors de soi ce qu'on craint de reconnaître dedans. Vous croyez défendre une morale. Vous ne faites que bâtir un rempart contre la part de vous qui frémit devant la même liberté inavouée. Regardez l'émotion à la loupe. Derrière l'indignation pointe parfois l'envie, derrière le mépris, une curiosité honteuse. Plus le discours se fait tranchant, plus l'ombre intérieure cherche à se dissimuler. On traque la perversion pour échapper à la nôtre. On condamne le désir assumé parce qu'il révèle l'intensité qu'on s'interdit. Ainsi, la société se transforme en théâtre d'ombres croisées où chacun brandit sa lanterne sur les coulisses voisines pour garder les siennes dans l'obscurité. On confond alors pudeur et peur, morale et censure, éthique et contrôle. Cette projection crée un double dommage. D'abord, elle déforme la réalité. Vous ne voyez plus l'autre tel qu'il est, mais comme le miroir déformant de vos propres refoulements. Ensuite, elle consolide la division intérieure. Chaque condamnation extérieure renforce la prison édifiée autour de l'impulsion niée. Plus vous pointez du doigt, plus la cellule se solidifie, plus le prisonnier hurle en silence. Le monde devient ainsi le champ de bataille de votre conflit intime. Les relations se tendent, non par incompatibilité, mais parce que chaque rencontre réveille un spectre non reconnu. Rompre ce cycle suppose un geste d'audace. Retourner la lumière vers soi lorsque l'irritation surgit. Qu'est-ce que cette scène éveille en moi? Quelle soif secrète frissonne sous ma réprobation? L'autre cesse alors d'être l'ennemi. Il devient messager, révélateur de territoires inexplorés. En acceptant cette fonction, vous transformez le jugement en porte d'entrée. À chaque choc, une brique tombe du mur intérieur, laissant filtrer un ray de compréhension. L'intégration véritable commence là, quand la critique se métamorphose en curiosité lucide, quand vous reconnaissez que la liberté qui dérange est sœur jumelle de la vôtre, encore bâillonnée. Dès lors, le regard change de nature. Il n'attaque plus, il écoute. Et dans ce nouvel espace, l'ombre, enfin vue, n'a plus besoin de crier à travers les gestes des autres. Elle trouve en vous l'écho qu'elle cherchait. Intégrer l'ombre ne signifie pas la blanchir, c'est l'asseoir au conseil intérieur parmi les forces officiellement admises. Tant que vous la maintenez dehors, elle conspire. Une fois invitée, elle se met à servir. Le basculement se joue d'abord dans le corps. Au lieu de contracter le diaphragme quand le désir surgit, vous laissez passer l'air. Au lieu d'accélérer la parole pour recouvrir le trouble, vous accordez au silence la durée nécessaire pour qu'il dévoile sa teneur. Rien de spectaculaire, une microseconde de plus entre le stimulus et la réaction, mais cette fente infime suffit pour que la conscience descende, observe, nomme. Voici la chaleur dans ma gorge, voici l'image qui l'accompagne, voici l'interdit qui se cabre. L'acte de voir, nu, sans justification ni fuite, dissout déjà la moitié de l'attention. À mesure que la lucidité répète ce geste, une redistribution de pouvoir s'opère. Ce qui hier vous arrachait un sursaut devient aujourd'hui signal d'énergie brute. Vous apprenez à l'orienter, écrire une page au lieu d'envoyer un message compulsif, poser une main pleine de présence au lieu d'une caresse pressée, respirer jusqu'à ressentir la vibration du hara avant de répondre. L'ombre cesse d'être force centrifuge, elle devient couple moteur, elle donne du poids au regard, de la densité à la voix, de la profondeur au refus. Vous n'êtes pas plus sage par ascèse, mais plus entier par inclusion. Alors naît une souveraineté subtile. Les regards extérieurs peuvent admirer ou juger. Leur trajectoire s'arrête à la surface, car la validation principale vient de l'accord intérieur, entre lumière et obscur. Aucune part de vous n'est laissée en coulisses. Il n'y a plus de conspirateur interne prêt à saboter la décision. Cette cohérence rayonne sans effort. Le corps, aligné, parle avant les mots. La posture trace un périmètre que nul ne franchit sans consentement. Ce n'est pas une armure, mais une gravité. On la sent comme on sent la profondeur d'une eau calme. À cet instant, la scission ancienne, cette frontière qui rendait l'intime vulnérable, s'efface. Vous devenez votre propre territoire, indifféremment traversé par l'éclair ou la brise, parce qu'aucune météo intérieure n'est plus jugée illégitime. La sexualité cesse d'être un spectacle le jour où l'on quitte la logique du résultat pour entrer dans celle de la présence.
Tant que le corps agit sous le diktat du faire, atteindre l'orgasme, déclencher l'extase, cocher la liste des prouesses, il demeure objet de rendement, terrain d'évaluation silencieuse. Ai-je plu? Ai-je suffi? Ai-je dépassé hier? Mais lorsque l'ombre a retrouvé sa place et que l'énergie ne fuit plus par les fissures de la honte, l'acte charnel devient langage premier. Non pas moyen d'obtenir, mais moyen d'être. Alors la temporalité se dilate. Le baiser n'est plus prélude obligé, il est monde en soi. Le rythme n'obéit plus aux métronomes extérieurs. Il suit la lente marée des souffles conjugués. Il peut soudain se suspendre non par malaise, mais parce que la suspension elle-même dit quelque chose. Je suis là, je t'écoute sous la peau, j'entends ta variation. Le plaisir se décale, moins vertical, plus circulaire, moins explosif, plus irradiant. Il ne cherche pas le sommet, il féconde le terrain. Chaque frisson devient graine de présence, chaque soupir, témoin d'une permission enfin donnée. Dans cet espace, le corps n'a plus besoin de jeux de lumière pour s'affirmer. Il n'est plus vitrine, ni monnaie d'échange. Il devient temple en chantier, habité de craquements, de rires, parfois de larmes qui remontent d'anciennes caves. Rien n'est trop, rien n'est sale, tout est matière première de la rencontre. On peut se perdre un instant dans le chaos des sens, parce qu'on sait désormais retrouver la verticale intérieure sans condamner ce détour. Le fameux lâcher-prise n'est plus chute contrôlée, il est acte de confiance. Je me tends parce que je me sais racine. Je m'ouvre parce que je me sais axe. La vérité charnelle ainsi vécue rayonne au-delà du lit. Celui qui a goûté la présence nue porte ensuite dans la voix une résonance grave, dans la démarche une lenteur souveraine, dans le regard une curiosité dépourvue de besoin. Il n'a plus à séduire, il propose une fréquence. Certains s'en écartent, d'autres y reconnaissent une musique oubliée. Rien à démontrer, rien à capturer, seulement la circulation intacte d'une vitalité qui, de la peau à l'âme, refuse désormais toute frontière. Chaque cicatrice est un foyer dormant. Elle se dissimule sous la peau comme une braise qu'on recouvre de cendres pour ne plus sentir sa morsure. Vous dites avoir tourné la page, mais il suffit d'une odeur, d'un timbre de voix, d'un geste familier pour que la chaleur sourde reflambe. Vous croyez revivre la douleur. En réalité, c'est la mémoire corporelle qui réclame enfin d'être ressentie pleinement, sans commentaire, sans scénario défensif. Tant que vous la repoussez, la braise se propage dans l'ombre. Elle se change en méfiance automatique, en crispation quand l'intimité approche, en ironie lancée au lieu d'une tendresse qui tremblerait. Le travail n'est donc pas d'éteindre le feu, mais d'y souffler assez d'air pour qu'il révèle son motif. Installez-vous dans la chaleur, sans courir chercher un baume narratif. Laissez monter la crispation dans la gorge, la larme dans l'orbite, le souvenir visuel qui vacille. Puis observez, l'image est-elle vraiment celle du passé, ou bien un symbole que votre psyché brandit pour parler d'un besoin non reconnu? À force d'attention nue, la brûlure se précise, elle cesse d'être menace diffuse, elle devient donnée exploitable. Ici, la trahison, elle signale un désir de loyauté silencieuse. Là, la honte, elle témoigne de la nécessité d'être vue sans masque. Chaque braise ainsi identifiée se transforme en tesson de vérité, et la chaleur, plutôt que d'incendier, commencera à irradier doucement de l'intérieur. C'est à ce moment que la présence se densifie. Le corps, auparavant compartimenté, réintègre la zone sinistrée. La voix, débarrassée du tremblement caché, gagne un grain plus profond. Vous ne cherchez plus à convaincre de votre résilience. Vous incarnez, malgré vous, la preuve qu'une blessure regardée devient ressource. Le passé reste passé, mais la charge affective, alchimisée, se redistribue en clairvoyance. Vous sentez chez l'autre le lieu exact où le feu couve encore, et votre simple écoute ouvre la voie à sa transmutation. Ainsi, vos cicatrices aussi anciennes soient-elles cessent d'être barbelées. Elles deviennent balises. Elles éclairent le chemin, non pour revenir dans la douleur, mais pour traverser la nuit avec cette flamme apprivoisée qui ne cherche plus à brûler. Elle éclaire, elle chauffe, elle attire ceux qui, à leur tour, se préparent à transformer leur braise en lumière habitable. S'abandonner. Le mot effraie parce qu'il évoque la chute, la perte de contrôle, l'engloutissement dans la volonté d'autrui. Pourtant, lorsque l'ombre est intégrée,
l'abandon change de nature. Il n'est plus capitulation, mais osmose consciente. Imaginez un funambule qui, après des années de crispation, découvre qu'il peut danser sur le fil plutôt que le traverser crispé. Le fil n'a pas disparu, il a seulement cessé d'être perçu comme frontière mortelle. Ainsi en va-t-il du corps et de l'âme lorsqu'il cesse de se surveiller. La vigilance anxieuse se relâche et l'énergie retenue depuis l'enfance se déploie comme un éventail secret. Ce geste radical commence par une respiration plus lente que d'habitude, un relâchement microscopique de la nuque, un « oui » murmurant adressé non à l'autre, mais à l'élan qui monte. Aucune technique ne peut l'enseigner. Il survient quand l'intimité ressentie entre le cœur et le bas-ventre devient plus forte que le récit de peur gravé dans la mémoire. L'ego croit se dissoudre. En réalité, il s'agrandit pour inclure ce qu'il tenait à distance. Soudain, l'on sent circuler dans les muscles une cadence plus ancienne que la langue, et chaque battement de sang paraît battre un tambour que le monde moderne avait étouffé sous ses métronomes. Dans cet abandon, l'autre n'est plus terrain de conquête, ni écran de projection. Il devient partenaire d'exploration. Deux présences s'approchent comme deux flammes qui se combinent sans se confondre. La chaleur s'intensifie, mais chaque feu conserve son foyer. On peut alors se perdre un instant, non pour disparaître, mais pour se retrouver déplacé, enrichi d'un détour par l'inconnu. Car l'abandon véritable ne vous dérobe pas à vous-même. Il détache seulement les armatures rouillées qui limitaient votre amplitude. Vous revenez à vous avec un diamètre élargi, comme une respiration qui aurait poussé les murs de la cage thoracique. Ce faisant, la confiance s'installe non comme foi aveugle, mais comme connaissance incarnée. Vous savez désormais que vous pouvez vous ouvrir sans vous dissoudre, donner sans vous vider, accueillir sans vous soumettre. Chaque nouvelle incursion dans ce territoire confirme la cartographie, le corps retient l'itinéraire et cesse d'appeler l'abandon danger. Il l'appelle « retour ». Lorsque tout a été dit, il reste encore à brûler non pour se consumer, mais pour éclairer le chemin du retour. Vous avez écouté le frisson, reconnu l'ombre, démantelé la scène, réhabité la peau, démasqué la projection, converti les braises en présence, offert votre souffle à l'abandon conscient. Désormais, il n'y a plus de coulisses. Chaque recoin du corps parle la même langue que le regard, et le monde vous aborde sans pouvoir séparer lumière et obscur. Vous marcherez peu, être plus lentement, mais chaque pas laissera une empreinte ardente, parce que la vitalité ne sera plus fractionnée entre ce qui se montre et ce qui se cache. À cette lisière, une tentation menace. Refermez la porte, retournez vers l'innocente amnésie. Pourtant, une fois qu'on a respiré la densité de la présence entière, l'air filtré des performances devient irrespirable. Alors souvenez-vous, la liberté n'est pas un sommet unique. C'est un rythme à maintenir, une vigilance douce qui accueille chaque marée intérieure sans replanter des remparts. Dès que le jugement revient se glisser entre deux battements, arrêtez-vous, posez la main sur la cage thoracique, sentez si le feu circule encore sans détour. S'il hésite, offrez-lui de nouveau le passage, le reste du monde s'ajustera. Et si, ce soir, l'ancien masque chuchote qu'il serait plus sûr de dormir sans brûler, écoutez-le, puis ouvrez la fenêtre. Laissez le vent soir emporter la cendre, gardez la braise, car rien n'est plus contagieux qu'une âme qui s'autorise à être entière. Elle modifie silencieusement les frontières de ceux qu'elle frôle. Si vous persistez, d'autres suivront la lueur non parce que vous les aurez guidés, mais parce que, devant vous, il deviendra soudain impossible de continuer à vivre en demi-ton.